Dans cette vidéo, on va aborder les principes de circulation défensive et la défense au bord des rucks, les différentes structures défensives qu'on va pouvoir utiliser pour défendre à partir de points de fixation. Depuis une dizaine d'années, ça a énormément évolué, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on avait un ruck, on mettait un leader de chaque côté. Alors le grand débat, c'était est-ce qu'on met le pied intérieur en retrait ou le pied extérieur en retrait, sachant que à chaque fois qu'on va avancer, si on a le pied extérieur en retrait, on va se tourner vers le 9 au moment de la passe, et si on a le pied intérieur en retrait, on va se tourner vers le 10 au moment de la passe ou au moment où on met son premier appui. Et c'était les grandes questions. Il y a 10 ans, c'est ce qu'on disait. On disait que la défense, c'est ce qu'il y a de plus facile à travailler, tandis que l'attaque, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Il faut savoir que depuis, les choses ont changé, c'est-à-dire que les systèmes d'attaque ont énormément évolué justement en étudiant toutes les structures défensives de manière à utiliser chaque fois qu'il y a une erreur de placement ou une erreur de lecture de la part des défenseurs pour réussir à transformer cette erreur de lecture en avantage et pour réussir à gagner du terrain, accélérer une sortie de balle ou réussir tout simplement à franchir. La formation, elle va se dérouler de la manière suivante. Dans une première partie, je vais vous présenter là, dans cette vidéo, les principes de circulation défensive, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va circuler. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je vous mettrai un lien que vous trouverez aussi dans la description de la vidéo pour pouvoir accéder à la formation sur les structures défensives autour des rucks. Un des grands principes de la circulation défensive, c'est de réussir à faire gagner du temps à vos joueurs en défense de manière à ce qu'ils soient placés le plus rapidement possible par rapport à l'attaque. Sachant que quand on va partir de phase statique, l'attaque est organisée. L'équipe qui attaque a un système de jeu, par exemple en 1-3-3-1, comme sur la vidéo que tu vois s'afficher si tu ne sais pas ce que c'est. Et donc du coup, les joueurs en attaque ont un temps d'avance sur la défense et la défense doit obligatoirement réagir pour s'adapter. Et donc ce qu'on va donner, ça va être des principes de circulation défensive, sachant que ça reste des principes et que ça va être mis en application par l'adaptation de vos joueurs et la capacité de lecture qu'ils vont avoir pour s'adapter au contexte. Dans cet exemple, par exemple, on voit le centre du terrain qui est pris sur mêlée et comme dans beaucoup de cas sur les mêlées à cet endroit, on va avoir un bloc de 3 joueurs qui va basculer dans le sens en attaque et donc du coup, il faut que nous, on fasse passer 3 joueurs en défense. Donc le principe de base que moi j'aime bien donner aux joueurs de manière à automatiser des conduites et gagner du temps, ça va être qu'entre les 15 mètres et les 15 mètres, on a 3 joueurs qui circulent sens. Entre les 15 mètres et les 5 mètres, on a 2 joueurs qui circulent sens. Et entre les 5 mètres et la ligne de touche, on a un joueur qui va circuler sens. Ça reste des principes. Il va falloir ensuite s'adapter en fonction de ce qui se passe en face. Et ça, c'est le 9 qui est généralement dans l'axe du ruck qui va annoncer passe, reste, stop, etc. Mais ça, on va le voir plus tard dans les principes de circulation. Là, c'est les principes de base. Dans cet exemple, on part d'une touche de Toulouse qui va attaquer le centre du terrain avec un 3/4 qui plaque. Et là, on le voit très bien. On a 4 joueurs même en attaque qui vont basculer sens. D'accord ? C'est pour ça que j'aime bien donner ce principe de 3 joueurs qui basculent sens, puisque le but, ça va être de combler ce déséquilibre qui est créé par l'attaque qui a un temps d'avance. Et donc là, on voit les 3 joueurs qui ont basculé. On a même un 4e qui passe avec un temps de retard parce qu'il a vu qu'il y avait 4 joueurs qui passaient de manière à réussir à s'organiser pour combler ce déficit. Même exemple là, c'est les Saracens contre Toulouse. On a les Saracens sur une mêlée qui vont attaquer donc du coup très proche du ruck. Et là, on a un joueur, 2 joueurs qui basculent sens, tandis que les Saracens, ils en ont 3, mais avec un petit temps de retard. Et donc, on a ces joueurs qui basculent en permanence de manière à combler ce déséquilibre et les joueurs qui vont circuler sens en attaque. D'accord ? Là c'est très bien joué, on le verra par contre dans les structures sur point de fixation, comment est-ce que ça se passe et pourquoi est-ce qu'il y a eu une interception. Toujours dans le même match où le 10 là prend le centre du terrain sur une touche et on le voit, il y a 2 joueurs qui basculent sens et il y en a un 3e qui arrive puisqu'il y a 3 joueurs des Saracens qui ont basculé dans le sens. Et donc c'est vraiment des principes qu'on peut mettre en place et qu'il faut mettre en place pour votre équipe de manière à gagner du temps sur l'attaque et essayer d'optimiser cette défense pour avoir le temps d'avance. Comment savoir et surtout quand savoir si on doit circuler ou non? La première des choses, c'est le 9 qui doit annoncer en fait plus s'il y a un joueur de plus qui a besoin de basculer dans le sens. C'est-à-dire que le 9, généralement, il est bien placé. Ça peut être un ailier en bout de ligne qui peut annoncer la même chose plus ou stop, c'est-à-dire on est assez, on arrête de circuler. Donc le 9, il annonce plus ou stop s'il veut que des joueurs passent ou pas.
Le dernier ou l'avant-dernier joueur de la ligne, même chose, il communique verbal et gestuel, c'est-à-dire qu'il va appeler avec sa main et en même temps il parle. Et ensuite, c'est la zone de décision, c'est-à-dire que en fonction de ce qui se passe, les joueurs doivent être capables de prendre une décision en regardant l'attaque et savoir si les joueurs en attaque circulent ou s'ils rechargent dans le sens, de manière à circuler ou à bloquer. C'est vraiment à vous de définir ces principes de circulation de manière claire pour que vos joueurs en fait, ils aient des repères, qu'ils automatisent les conduites et ensuite qu'ils puissent s'adapter. Là, on le voit dans un exemple entre Clermont et Toulouse. Et ça, c'est une vérité générale. Même chose que je vais vous donner, c'est un petit tips, c'est que sur un rapport de force positive, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la ligne défensive a gagné du terrain et que l'attaque est en train de reculer, qu'est-ce qu'on demande généralement en attaque sur un rapport de force qui a été négatif ou on a perdu du terrain? Ça va être soit d'inverser la pression au pied ou soit d'inverser le sens de jeu. C'est-à-dire qu'en défense, à partir du moment où on a pris la ligne d'avantage, qu'on a fait reculer l'attaque, qu'ils n'ont pas une sortie de balle évidente parce qu'ils peuvent reculer, avoir une sortie de balle rapide et du coup continuer à déplacer le jeu. Mais s'ils perdent du terrain, qu'ils ont une sortie cafouillée, on ne circule pas puisqu'on se doute que du coup l'attaque va inverser le sens de jeu. Là, il y a une passe foireuse, d'accord? On prend la ligne d'avantage, sortie cafouillée. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de ne pas circuler de manière à ce que sur la renversée, on soit organisé pour défendre. On rentre dans les 15 mètres, on pourrait se dire qu'il y a deux joueurs qui circulent. Il y en a un qui allait circuler, mais le ballon est disponible rapidement. Ça repart en pick and go, il est obligé de défendre. Et là, on se retrouve avec notre structure défensive qui est organisée. Une passe, même chose. On gagne le contact, la sortie est un petit peu cafouillée, on ne circule pas. Il n'y a pas besoin de circuler puisqu'en attaque, les joueurs n'ont pas réussi à passer dans le sens. Et du coup, l'attaque va devoir inverser la pression avec un jeu au pied. On se retrouve avec Bayonne qui attaque face à Toulouse, dans les 22 mètres de Toulouse. Donc pour l'instant, c'est du jeu pénétrant assez proche avec des relances de jeu, avec des blocs 10 et du jeu assez perforant. Et le but, c'est de réussir à créer un déséquilibre avec ce jeu-là en essayant de mettre de la vitesse et en forçant les joueurs à circuler. Donc là, on s'aperçoit que les joueurs sont en train de circuler et surtout, c'est le dernier de la ligne ou l'avant-dernier, là on ne voit pas s'il y en a un autre, l'ailier qui appelle en annonçant plus et en faisant signe avec sa main à ses partenaires de venir combler le déséquilibre puisque même s'il n'y a que là, par exemple, 3 joueurs qui basculent, ça ne sera pas assez pour combler le déséquilibre. Et donc le but, c'est que la communication, elle doit venir aussi des joueurs qui sont en bout de ligne. Les joueurs qui sont en bout de ligne, c'est ceux qui ont la vision sur le terrain et donc qui savent qu'il y a un surnombre là où ils sont et qu'il faut combler ce surnombre. Parce qu'il y a un 4 contre 1 et donc dans ce cas, ils vont annoncer plus pour que ça bascule. Ou s'il n'y a pas de surnombre, ils vont dire stop, ça veut dire c'est bon, on n'a pas besoin de circuler. Et le but, c'est de combler ces déséquilibres, ce que Toulouse fait très bien ici. Dans cet exemple, on a Clermont qui attaque, qui prend le centre du terrain. Et là, on le voit tout de suite, c'est-à-dire que le porteur de balle n'est pas passé au sol, qu'on a déjà l'avant-dernier de la ligne, le 13 de Bordeaux, qui est en train d'appeler passe auprès de ses joueurs. On est entre les 15 mètres et les 15 mètres, principe de circulation générale. On a dit entre les 15 mètres et les 15 mètres, il y a 3 joueurs qui basculent dans le sens. Et donc là, on les compte, on en a 1, 2 et 3 qui viennent basculer dans le sens. Donc ça va permettre de sécuriser cette zone proche du ruck et surtout de combler le déséquilibre pour pouvoir aller attaquer au large. La question suivante, c'est quand est-ce que les 3 quarts ils vont se recycler côté opposé au sens du jeu, d'accord? Puisqu'il y a un sens de jeu, au bout d'un moment, il faut savoir quand est-ce qu'on va basculer dans l'autre sens. Le but, c'est que les 3 quarts, ils défendent sur les extérieurs où il y a de l'espace avec éventuellement les 3e lignes, donc c'est-à-dire les profils rapides là où il va y avoir de l'espace. Après un plaquage à partir de phase statique, les 3 quarts doivent impérativement prendre la renversée puisqu'on se dit que ça va continuer potentiellement à jouer sens, qu'en défense, on va avoir 3 joueurs qui vont basculer sens et donc il faut qu'ils réoccupent l'espace sur le côté opposé pour anticiper le renversement à la fin quand l'attaque va décider d'inverser le sens de jeu. D'accord? On est toujours sur cet exemple où là, on a le 10 du coup qui se retrouve à faire une feinte de plaquage sur le lancement de jeu. Il ne cherche même pas à savoir ce qui se passe, on le voit, il tourne le dos au jeu pour aller réoccuper l'espace. Et ça, on le voit là sur une autre caméra. Et ça, c'est un autre avantage, c'est-à-dire que si le 10 est consommé dans une phase de plaquage sur un lancement de jeu, c'est quand même plus intéressant d'avoir son 10 qui va aller défendre à l'aile. Il sera moins sollicité sur les impacts et sur les contacts. Et ça va potentiellement permettre de faire en sorte qu'il garde de la lucidité pour prendre des bonnes décisions quand il sera en attaque, pour buter s'il bute, pour trouver les touches, etc.
On le revoit avec le Racing, mais j'étais obligé parce que j'aime bien ce joueur, Finn Russell, et ça m'embête de montrer une vidéo de lui où il rate un plaquage. Donc même chose là, il est sollicité en premier défenseur et ce coup-ci, il réussit son plaquage. Il se relève et immédiatement, il va reprendre la largeur. On le voit très bien pour aller se positionner à l'aile, d'accord? Et ça permet en fait d'anticiper ce fait aussi que les trois quarts, une fois qu'ils ont été sollicités ou non dans un lancement de jeu, on le voit là avec c'est Gloucester il me semble, où l'ailier repart se mettre du coup dans la largeur automatiquement pour réoccuper l'espace et menacer toute la largeur du terrain. On part ici à partir d'un ballon porté où ça attaque large et on voit qu'il y a deux joueurs qui plaquent. On a le 10 du Racing et le 12 du coup qui s'accrochent pour faire tomber avant le réel plaquage. Et les joueurs ne cherchent même pas à réoccuper l'espace puisqu'il y a déjà la moitié du terrain qui a été franchi. Et donc on voit les deux là, il y en a un qui reprend la largeur automatiquement. C'est le 10, on a dit qu'il allait défendre à l'aile généralement une fois qu'il avait été sollicité sur une première phase de jeu. Et on voit le 13 qui lui, dans ce cas, attend un petit peu et dès qu'il voit que la zone est sécurisée, repart se mettre à l'extérieur des avants. Et donc du coup, ça nous permet sur les structures défensives d'avoir tous les avants qui sont prêts à défendre face aux avants adverses, face au bloc adverse. Donc là, on voit qu'ils ont un bloc 12 par exemple avec 3 joueurs et d'autres joueurs dans le dos. Et donc du coup, on se retrouve avec des profils rapides qui vont être bons pour défendre sur les extérieurs. Encore un exemple du Racing, il y a aussi un autre joueur que j'aime beaucoup, c'est Vakatawa. On voit que là, c'est pas lui qui plaque, mais en revanche, c'est l'assistant plaqueur. D'accord? Il est directement au contest. On a le 12 qui a fait tomber et lui, le 13, il est proche de la zone de combat. Il décide d'aller contester le ballon. On voit le premier joueur qui se relève, d'accord? Le premier joueur qui se relève, il est directement en position de 1. Ça, on le verra sur les différentes structures défensives sur Ruck. Il est déjà en position de leader. Il n'a aucun intérêt à bouger pour le moment, d'accord? Sachant que les joueurs du Racing ont un temps de retard en défense. Là, on le voit, il y a plus de défenseurs d'un côté du terrain que de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore eu le temps de circuler par rapport à Toulouse. On voit que les joueurs de Toulouse en attaque ont déjà circulé, alors que les joueurs du Racing ont un temps de retard. Donc lui, il va rester dans le sens. Mais même chose, c'est-à-dire que c'est des principes qu'on donne. Une fois qu'on a plaqué, on se replace, on recharge côté opposé. D'accord? On va se remettre côté opposé. C'est des principes qu'on donne aux trois quarts, mais ça ne sera pas applicable 100% du temps. En revanche, on voit Vakatawa qui sort du ruck. Il sait qu'il n'y a que des avants de l'autre côté et lui, il ne se pose pas de questions. Il tourne le dos au jeu et il va se reposer à l'aile. Il va se replacer à l'aile pour justement bloquer ce joueur qui est resté. D'accord? Puisque les systèmes d'attaque sont faits de manière à ce que généralement il y ait des runners sur les côtés ou des profils rapides, que ce soit des avants ou des trois quarts pour menacer. Il faut impérativement en défense, une fois qu'on a couvert le troisième rideau, qu'on a bloqué l'attaque, aller couvrir cette renversée avec les jeux au pied potentiellement pour les joueurs en attaque qui sont restés sur les ailes. La deuxième raison pour laquelle les trois quarts se recyclent côté opposé, c'est quand ils vont défendre en miroir avec les adversaires. Donc après plaquage, ils peuvent se recycler sur le côté opposé. Et ensuite, c'est quand ils voient que leur vis-à-vis réoccupe l'espace, c'est peut-être quelque chose qui est travaillé en attaque. Et donc du coup, les défenseurs défendent en miroir là-dessus. On piste son vis-à-vis pour l'empêcher en fait d'aller trouver les espaces. Et donc du coup, généralement, ça se fait sur les lancements de jeu où il y a des joueurs qui sont utilisés en leurre. Quand un joueur n'est pas sollicité sur un lancement de jeu en leurre, ce qui se passe, c'est que plutôt que de casser sa course et de faire le tour pour aller alimenter Sens, il recharge sur le côté opposé. Et donc du coup, ça veut dire que nous, en tant que trois quarts, on doit leur demander de se recycler sur le côté opposé. Ou même si vous êtes joueur et que vous voyez la formation, il faut vous recycler sur le côté opposé. Dans cet exemple, on voit les blancs qui sont en train d'attaquer, qui utilisent des blocs d'avant en usant le sens. Donc ça, c'est leur système de distribution, de jeu, d'analyse du rapport de force, etc. C'est leur système d'attaque. Les Toulousains sont en train de circuler. Et au bout d'un moment, quand on arrive en bout de ligne, on s'aperçoit qu'il reste le 13 qui se retrouve en fait face à personne. Il est là, il défend dans une zone très peu dense avec l'ailier, mais face à personne. Et donc on voit le 9 qui lui dit et qui lui fait signe, déplace-toi. Le souci va être à l'extérieur là-bas, à l'opposé.
Et donc, il va falloir que ce joueur-là, il se recycle le plus rapidement possible. Il ne va pas pousser les joueurs un par un puisque c'est un profil rapide. Il peut se permettre de traverser le terrain, sachant qu'il va y avoir une relance de jeu entre-temps. Et on le voit là, il va s'activer pour traverser le terrain et aller retrouver, en fait, sa place dans la ligne, là où il va y avoir des espaces et là où il va défendre face à son vis-à-vis. Donc, par exemple, son vis-à-vis, ça peut être le joueur dans le dos là, du bloc 12 qui est composé de 3 joueurs. Et là, on voit qu'il se retrouve dans la ligne et que du coup, il va pouvoir intervenir là où il y a des espaces. Dans cet exemple, on va s'attarder sur le 12 du Racing qui là, du coup, défend face à son vis-à-vis, qui va être sollicité là au niveau du plaquage et qui du coup va tout de suite anticiper le fait qu'il va falloir recharger de l'autre côté. D'accord? Et donc là, on le voit, il réoccupe l'espace pour se retrouver en fait face au joueur qui est dans le dos du bloc 12 de Toulon. Le dernier cas pour que les 3 quarts se recyclent côté opposé à l'attaque, c'est quand ils vont être 4 sur un demi-terrain. Même chose, c'est un principe. On considère que quand il y a 4 3 quarts sur un demi-terrain, c'est qu'on va avoir un souci de l'autre côté, puisque sachant qu'il y a 4 3 quarts sur un demi-terrain, on compte la couverture du R2, R3. Ça veut dire qu'il ne va plus rester beaucoup de joueurs pour défendre sur la renversée s'il y a des espaces. Et donc du coup, quand on se retrouve dans cette configuration-là, les joueurs doivent analyser très rapidement est-ce qu'il y a trop de 3 quarts à cet endroit-là, et dans ce cas, je décroche très rapidement pour aller me recycler de l'autre côté. Et donc là, on va voir un dernier exemple où on va s'attarder sur ce joueur-là, donc du coup qui tient la ligne. On voit les joueurs qui basculent, qui sont en train de circuler en défense du côté de Toulouse. Le 10 du Racing est sollicité. Et là, le joueur n'a pas été sollicité. En revanche, on voit qu'il jette un coup d'œil. Et en jetant un coup d'œil, il sait qu'il y a trop de 3 quarts. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a trop de 3 quarts par rapport aux joueurs du Racing et par rapport à l'endroit où va se dérouler le jeu plus tard. Et donc, il ne se pose pas de questions. Il va se recycler automatiquement de l'autre côté. Et donc, ça permet de switcher avec les avants de manière à ce que les avants se retrouvent dans une position où ils vont défendre dans une zone dense, alors que les 3 quarts, lui, il va se retrouver de l'autre côté. Et on voit même du coup un autre joueur qui est en train de basculer et qui est en train de circuler sens. Il se relève du plaquage et il se recycle sens immédiatement. D'accord? Donc là, je crois que pour le coup, c'est Ntamak. L'autre grande question qui se pose, mais ça c'est plus sur les structures de ruck, donc ce que vous allez trouver dans la formation. Pour info, la formation elle coûte 29 €, donc c'est donné par rapport au temps que vous allez gagner, par rapport à ce que vous allez apprendre, puisqu'on sait très bien que quand on est entraîneur ou même quand on est joueur, ce qu'il nous faut c'est du contenu, il nous faut à bouffer pour essayer de gagner du temps et être le plus efficace possible rapidement. Et donc je me suis dit que j'allais faire des formations à un tarif abordable, et 29 € pour apprendre des choses, ça me semble un tarif abordable. La question qui se pose sur les structures défensives, du coup sur ces leaders à gauche et à droite, sachant que maintenant sur les structures défensives, avant c'était 2 joueurs, maintenant on est plus sur 5, 6 ou 7 joueurs en fonction des structures que vous allez utiliser. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on fait basculer ou pas le premier joueur qui garde le côté du ruck? Et du coup, ça, pour moi, c'est une fausse bonne question. C'est-à-dire que si le mec est en place et qu'on sent que ça va partir en pick and go, pourquoi est-ce qu'on le ferait bouger? Aucune raison de le faire bouger puisque le mec il est en place, il va pouvoir venir agresser et faire reculer. Et donc dans ce cas, on passe derrière. En revanche, si on est sur un lancement de jeu où il y a une libération rapide, le bord du ruck, il y a très peu de chances pour qu'il se fasse attaquer. En revanche, le surnombre est sur les extérieurs. Pour circuler plus rapidement, le mec il peut décider de bouger. Donc c'est-à-dire que si les leaders de garde sont ici, ils peuvent décider de se décaler et de se pousser les uns les autres pour essayer d'aller combler le plus rapidement possible ce décalage. Ça va. En fait, je pense que ça ne sert à rien de fixer vos joueurs ou de vous fixer en tant que joueur dans un schéma, puisqu'il faudra vous adapter en permanence à la situation. Et il y a des cas où il ne faudra pas bouger, d'autres cas où il faudra bouger. Le tout, c'est que vous soyez le plus efficace possible. Si on vous enferme dans un schéma, vous prendrez plus de mauvaises décisions qu'en jugeant sur le moment précis, en analysant l'action. La formation là sur les structures de ruck, elle sera composée en 4 parties. Il y aura une première partie sur laquelle on va voir en fait sur un schéma classique de passe 9-10, comment est-ce qu'on va défendre. On aura une deuxième partie sur les relances de jeu avec le bloc 10. Comment est-ce qu'on va s'organiser pour défendre avec les relances de jeu sur bloc 10. On aura une troisième partie sur la défense en pick and go. C'est une défense qui est particulière et donc le but, ça va être de vous montrer comment est-ce qu'on peut défendre sur pick and go.
Et la dernière partie, ça va être sur les départs neufs. Les départs neufs, on les anticipe sur d'autres structures de jeu. En revanche, il y a une façon particulière qu'on peut faire pour essayer d'isoler le neuf le plus rapidement possible et que ça ne soit pas un danger. Voilà, je vous invite à cliquer sur le lien en bas ou si vous avez fini la vidéo, de manière à accéder à la page de commande de la formation. Voilà, tchuss!